Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum dans le 12-13 de Média 24. Au sommaire, une émission marquée par une actualité internationale sous tension et ses répercussions directes sur l'économie marocaine. Nous commencerons avec l'expert en intelligence économique Abdelmalek Alaoui pour une lecture stratégique de la guerre au Moyen-Orient, recomposition de l'ordre mondial, nouvelle puissance et surtout quelle place pour le Maroc dans ce nouvel équilibre. Dans la continuité, nous passerons à l'analyse des marchés financiers. Comment les marchés marocains réagissent-ils à ce choc géopolitique? Faut-il s'attendre à plus de volatilité? Et surtout, quel choix d'investissement dans un contexte aussi incertain? Élément de réponse à suivre avec Mounir Mellouk, PDG de Twin Capital Gestion. Nous irons ensuite du côté de la place casablancaise avec une opération financière majeure, l'entrée du groupe Ayrad dans le capital de CMT, la compagnie minière Twisit, une prise de participation stratégique qui pourrait redessiner l'avenir de l'entreprise. Sébastien de Montessu du groupe Ayrad répondra en exclusivité aux questions de Média 24. Et en fin d'émission, nous retrouverons Aziz Bousta pour un regard incisif sur quelques faits marquants de l'actualité. Voilà donc pour le programme. Bienvenue dans le 12-13 de Média 24 que j'ai le plaisir de co-animer avec Aziz Bousta. Salut Aziz. Salut Adil. Alors nous allons commencer cette émission par le sujet à la une et c'est un entretien avec Abdelmalek Alaoui que tu as co-animé avec notre confrère Nasreddine Lafrit. Est-ce que tu peux nous en parler avant de voir cette interview? Oui, un coup d'œil, un regard à 360 degrés sur l'actualité internationale, sur les risques, le risque que pose bien entendu et les dégâts que peut poser la guerre en Iran. L'avantage avec Abdelmalek Alaoui, c'est que justement avec son expérience, il arrive à avoir une vision à partir du Maroc et aussi à partir du côté occidental qui fait cette guerre. Donc c'est très intéressant. Je suggère à nos internautes, à nos visiteurs de regarder cette interview. Elle est très intéressante. Eh bien, on regarde l'entretien avec Abdelmalek Alaoui, président de l'Institut marocain de l'intelligence stratégique. C'est le sujet à la une et on se retrouve juste après. Nous assistons aujourd'hui à une guerre pas comme les autres. Chaque guerre est certes unique, mais celle-ci est véritablement différente des précédentes, sauf peut-être à revenir jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ce conflit armé est le prélude à une bascule géopolitique mondiale, un renversement des équilibres anciens et un changement profond dans les relations internationales et leur cadre normatif, économique et juridique. Cette guerre au Moyen-Orient, plus encore qu'en Iran, puisque c'est élargi, agit comme un accélérateur de tendances lourdes. Le risque énergétique, la fragmentation du commerce mondial, le bouleversement des chaînes d'approvisionnement, la remise en question de l'ordre international de 1945, même la militarisation de la diplomatie. Et un autre élément intervient dans tout ce clair-obscur, le déplacement progressif du centre de gravité économique et géopolitique vers l'Asie, et plus précisément vers la Chine. On retrouve là le fameux principe de Thucydide qui veut que quand deux puissances se font face, ce qui est le cas aujourd'hui entre les USA et la Chine, la montée en puissance de l'un rend la guerre inévitable à cause de la peur et de la défiance de l'autre, selon une logique de la raison du plus fort. Et c'est ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Pour un pays comme le Maroc, on va revenir au Maroc, on est ici, puissance régionale émergente, la vraie question reste dans la lecture de ce monde qui change. C'est notre sujet à la une et on en parle avec Abdelmalek Alaoui, président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Abdelmalek Alaoui, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Aziz, merci de me recevoir. Marhaba bik. Et avec moi pour cet entretien, le directeur de Média 24, Nasreddine Lafrit. Bonjour, merci d'être avec nous, Nasreddine. Donc on y va et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Abdelmalek Alaoui, si je devais vous demander votre sentiment, mais vraiment global, général, sur ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent sous nos yeux. Quelles seraient vos premières remarques? Alors, d'abord, le monde est dans une succession de crises depuis 2008. Ça a été la crise financière, un effet de pushback sur la mondialisation et une modification profonde des paramètres avec lesquels on pense, on projette et on déploie l'économie dans le monde avec également la montée des populismes et la crispation des populations sur leurs besoins intérieurs. La crise en Iran est le prolongement de cette série de crises. Alors effectivement, elle a quelques caractéristiques qui peuvent paraître différents au niveau de la vitesse, au niveau de son déploiement. C'est la première guerre assistée par l'intelligence artificielle. Donc il y a une vitesse au niveau des attaques qui est absolument inédite. Alors que la guerre en Ukraine était la première guerre totalement assistée par drone. Donc on est en train d'entrer dans
un choc où la mondialisation rejoint la cybernétique et qui rejoint également des chocs externes extrêmement importants pour le reste du monde, du fait de cette globalisation qui est malade. Qui confirme aussi cette notion, ce concept de guerre hybride qu'on entend un peu partout, et on y est un peu partout. Alors, je vais vous citer une phrase de quelqu'un que vous connaissez bien, du général et homme politique athénien Thucydide, qui avait dit « Les forts agissent selon leur volonté, et les faibles en subissent la conséquence ». Est-ce qu'on est un peu là-dedans, dans ce nouvel ordre qui se dessine sous nos yeux? Alors, d'abord, vous préjugez de ma connaissance du grec ancien ou du latin, puisque je connais Je pas vous sais d'une grande et vaste culture. Ah oui, merci. Vous êtes auteur et vous êtes quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses. D'ailleurs, vous riez. Malheureusement, je le connais pas. Mais en réalité, on est dans le prolongement de quelque chose de très proche de nous, qui est que les grandes puissances, au final, n'ont pas de conviction, elles ont des intérêts. Et on est dans la protection des intérêts vitaux des principales grandes puissances qui sont détentrices de 90% de la richesse mondiale en matière de technologie. Et donc, c'est ce choc des titans qui est en train de se matérialiser. Il a déjà démarré sous le premier épisode de Donald Trump. Il a été un petit peu atténué lorsque Joe Biden était au pouvoir. Mais le corps de doctrine américain, celui qui est constitué des néo-conservateurs, c'est la deuxième vague de conservateurs extrêmement solides qui est autour du président Trump, est en train de mener une guerre préemptive contre la Chine et contre ce qu'elle considère comme étant une atteinte aux intérêts stratégiques des États-Unis. Et la matérialité de cette guerre préemptive se situe en Iran. Le fait que ça converge avec les intérêts du pacte israélo-américain dans la région et qu'il y ait eu un agenda très ancien d'Israël de détruire l'Iran, qu'ils considèrent comme leur ennemi le plus existentiel, peut-être même plus que le Hamas, est une opportunité qui a permis de faire cristalliser tous ces éléments-là. Mais en réalité, les grandes puissances font ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire avoir un usage immodéré de la force pour faire prévaloir leurs intérêts. On se retrouve finalement avec cet antagonisme qu'il y a entre l'accord Israël-USA dont vous parlez et le partenariat Iran-Chine de l'autre côté, qui fait ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, comme le disent beaucoup de commentateurs, que le droit recule devant la force brute et également que l'Occident s'affaiblit et qu'il va continuer à s'affaiblir? Je pense que c'est une vision qui est un petit peu biaisée. Le droit a toujours été à géométrie variable. Il y a eu nombre d'interventions américaines, mais également européennes, dans des théâtres extérieurs, qui ont balayé d'un revers de la main le droit. Rappelons l'intervention américaine au Nicaragua, rappelons un certain nombre d'interventions, dont la guerre en Irak, qui n'avait pas obtenu le blanc-seing des Nations Unies, mais qui a obtenu quand même une coalition. On peut rappeler plus proche de nous ce qui s'est passé en Libye, où la France est partie sur un théâtre d'opération extérieure avec un mandat très limité qui s'est élargi au fil du temps. La véritable question du droit, c'est qui produit et possède l'information. Le camp occidental possède une très grande partie des médias d'information et possède également la technologie qui permet d'avoir les réseaux sociaux. Donc évidemment, le narratif est dominant. Et lorsqu'on a le sentiment et cette pensée un petit peu post-coloniale d'être dans son bon droit et de faire une lutte au nom de tous les peuples de la planète pour une démocratie fantasmée, eh bien, c'est beaucoup plus facile de pouvoir le justifier en droit. Maintenant, je lis et j'écoute comme vous les commentaires, mais en réalité, ce qui m'intéresse, c'est, OK, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les mesures qui sont prises? Est-ce que l'Europe aujourd'hui, à laquelle il arrive de pousser des cris d'orfraie devant ce qu'elle appelle des violations du droit international, est-ce qu'ils prennent des mesures coercitives? Non. Donc la réalité, c'est que la loi du plus fort en relations internationales est une loi qui prévaut aujourd'hui. C'est juste parce qu'elle a des manifestations un peu plus visibles et puis un style beaucoup plus tranché, qui est le style du président américain. Mais à la rigueur, je vous dirais, c'est salutaire, parce que c'est un exercice de clarification. Lorsqu'il y a l'intervention américaine au Venezuela et que le président américain dit c'est pour le pétrole, c'est quand même beaucoup plus clair que lorsqu'il y a l'intervention de George Bush fils en Irak et qu'il dit c'est pour des raisons de sauvetage de la démocratie et de lutter contre les armes de destruction massive dont tout le monde savait qu'elles n'existaient pas.
et qu'il a fallu des documentaires, des enquêtes du New York Times, 10 années d'investigation, des collègues à vous dans les médias sérieux, pour démontrer qu'en réalité, c'était une guerre économique. Donc, en réalité, Donald Trump, il a rendu l'implicite explicite. Il dit les choses telles qu'il les pense, et il dit la vérité de son agenda. Et vous voyez bien, ça passe. Personne ne trouve rien à y redire, puisque de toutes les manières, on est dans un flot d'informations qui est continu. Je vous coupe, Abdel Klalaoui. Dans cette affaire, dans cette guerre, dans ce monde de plus en plus compliqué, où se situe le Maroc? Dans quel camp il est finalement? Mais le Maroc n'est pas dans un camp. Le Maroc est à la table de négociation mondiale. Mais est-ce que la tendance actuelle, la dynamique actuelle, ne va pas finir par nous donner un Occident affaibli? L'Occident est déjà affaibli au niveau du socle des valeurs morales. C'est pour ça qu'on a depuis 15 ans cette petite musique sur le Sud global, qui serait cette coalition de pays très hétéroclites sur les plans du développement et sur le plan économique, et qu'on aurait en quelque sorte la revanche des humiliés. Mais la réalité sur le poids global et sur le poids macroéconomique, c'est que l'Occident reste absolument dominant, que la Chine est en train de devenir le second grand pôle avec les entreprises, les pays qui sous-traitent pour eux dans le sud-est asiatique, mais que la Chine, elle fait comme Sun Tzu. Elle avance en silence et elle ne parlera que lorsqu'il faut dire « échec et mat ». Wow. Alors, je m'inscris en faux par rapport à votre J'ai vu que ma punchline vous a bloqué à un moment. Non, je m'attendais un peu à ça, mais... Oui, c'est pas grave. Mais vous en avez une autre de punchline, l'Occident est absolument dominant. Je reviens donc sur la question de Nasreddine, et j'en prends pour preuve le président français, Emmanuel Macron, hein, vous le connaissez, qui a reconnu ce fait il y a quelques années. Il avait dit, ça fait 3 siècles que le monde vit sous domination occidentale. Le 18e, c'était les Lumières françaises. Le 19e, c'était le commerce britannique. Le 20e, c'était la force et la puissance américaine. Et nous en sommes aujourd'hui au 21e siècle, où cette puissance cette domination se délite pour plusieurs raisons. Donc l'Occident qui est encore absolument dominant, ni sur le plan économique, ni sur le plan, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan des valeurs, et c'est ce qui est le plus important. Et peut-être que le monde est en train de se transporter vers un centre de gravité qui serait la Chine. D'où le fait qu'il ne serait plus encore absolument dominant. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui plaident en défaveur de cette thèse-là. Parce qu'aujourd'hui, si on voit uniquement le pôle technologique, il y a une ultra-dominance des GAFAM. Et les GAFAM, ça veut dire l'accès à nos propriétés privées, mais également à toute l'information économique, à l'information industrielle. Un exemple très simple, si votre adresse email est logée chez Gmail, Wikileaks nous a montré que c'était quasiment une plateforme qui était transparente pour les autorités de sécurité américaines. Donc en réalité, dans ce combat asymétrique, l'Occident a encore beaucoup d'arguments. L'Europe reste quand même forte pour une raison simple, c'est qu'elle a 450 millions de consommateurs, plutôt riches, qu'elle a un système de protection sociale qui permet à ces populations de vivre encore plus longtemps. Elle a des problèmes structurels en matière de répartition des gains de la croissance, le taux d'imposition et d'un certain nombre de paramètres qui font que sa pyramide des âges la pénalise. Mais la réalité, c'est qu'il y a une force militaire. Il y a 2 pays au cœur de l'Europe qui ont la dissuasion nucléaire. Militaire en Europe? Oui, bien sûr, bien sûr. Si on agrège la force française, la force espagnole et la dissuasion nucléaire qui existe en France, mais également en Grande-Bretagne, même si elle ne fait pas partie de l'Union européenne, on est quand même avec 2 pays dans un espace très contraint qui ont une force massive de réplique. Alors, il faut la réformer, il faut rentrer dans la guerre des drones, c'est un débat à la rigueur qui est européen, mais l'Europe reste un grand consommateur, il y a un PIB par habitant qui est quand même très important, et c'est stable. Et ça, c'est important, parce que ça vous crée... il y a des effets d'éviction sur les zones qui sont non stables, et on l'a vu avec la crise migratoire, c'est que beaucoup de gens ont envie de se rendre en Europe parce qu'il y a une certaine stabilité. Il y a des aléas sociaux et des aléas politiques, il y a la montée des extrêmes, mais malgré tout, ça reste une zone extrêmement stable. Crise identitaire, crise économique, Nasreddine? Oui, mais et le Maroc dans tout ça? Alors, le Maroc, il est face à ce que les économistes appellent un trilemme, c'est-à-dire une équation avec 3 dimensions pour laquelle aucune des 3 réponses n'est satisfaisante. Ce trilemme, il est constitué des 3 paramètres suivants. Premièrement, on est face à un choc externe.
Donc on est face à un choc externe qui va générer de l'inflation importée et qui va impacter le panier de la ménagère et qui va impacter le pouvoir d'achat des citoyens. Donc ça, c'est le danger immédiat auquel nous sommes confrontés. C'est pas la première fois, on l'a eu déjà pour la guerre en Ukraine, mais aujourd'hui, il est magnifié par deux éléments importants. Le premier, c'est qu'on est en année électorale. Et lorsqu'on est en année électorale, les gens se projettent déjà sur le futur gouvernement, et le gouvernement actuel, il va avoir tendance à vouloir protéger son bilan. Donc prendre des mesures qui seraient des mesures disruptives, innovantes, expérimentales, n'est pas dans la nature d'un gouvernement auquel il reste 5 ou 6 mois de mandat. Et puis, le troisième élément auquel il faut répondre, c'est que nous sommes actuellement en pleine phase d'un choc d'infrastructure. D'un choc d'infrastructure dans lequel on engage la dépense publique très importante avec l'horizon 2030 et la Coupe du Monde, et que tous nos intrants, toutes nos matières premières sont en train d'exploser. Alors déjà, on avait des difficultés à pouvoir évaluer le montant de la facture finale, mais là, on peut imaginer que chaque 10% d'augmentation du prix à la pompe, ça va être 1 à 1,5% d'augmentation du prix des constructions. Parce que vous devez importer, nous ne maîtrisons pas l'ensemble de la chaîne des produits que nous allons utiliser, allant du verre à l'aluminium, à l'acier. On essaye de protéger certains pans de notre économie. Et donc, ce trilemme, il implique de devoir sortir du cadre dans lequel on est pour pouvoir trouver des mesures de bon sens. Et moi, à titre personnel, je pense qu'une loi de finances rectificative ne serait pas trop. Ça serait pas un désaveu. C'est pas prématuré, une loi de finances rectificative. Alors, si d'un côté on dit que le Maroc est très fort pour sa capacité d'anticipation, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir le démontrer. Je ne pense pas que ce soit prématuré. La plupart des analystes sont en train de converger sur le fait que, quelle que soit l'issue de la situation au Proche-Orient, on n'est pas dans une résolution dans les 4 prochaines semaines. Nous allons être dans une résolution plus longue. Et en tout cas, le temps que le détroit d'Ormuz soit libéré, ne soit pas libéré, mais redevienne plus fluide. Parce que libéré voudrait dire que je prends position. Qu'il devienne plus fluide, que les marchandises puissent circuler à nouveau, que tous les éléments qui ont impacté les chaînes de valeur mondiales puissent revenir à des paramètres à peu près normaux, il faut compter 7 à 8 mois. Et dans cette période, les produits qui ont été importés, il faut qu'ils soient écoulés, et donc il faut qu'ils ont des difficultés à revenir à des prix hantés. L'inflation qu'on a eue en 2023, on n'est pas revenu au prix qu'on avait en 2021 ou en 2022, parce qu'il va y avoir des effets de rattrapage de marge. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a un ensemble de mesures qui me paraissent allier à la fois le pragmatisme et le bon sens. Il faut que nous ayons un sentiment d'urgence permanent sur la situation et sur notre capacité à pouvoir donner au futur exécutif une maison, du moins sur le plan budgétaire et macroéconomique, qui soit en bon ordre. Elle se tient bien, la maison, pour l'instant, sur le plan budgétaire, semble-t-il. Précision. Pour le moment, oui, les indicateurs sont bons. Et le pays a fait une excellente année 2025 avec un taux de croissance estimé sur l'ensemble de l'année à 4,6. C'est le meilleur score, la meilleure performance depuis 2017. Mais effectivement, ce que vous semblez dire, c'est que la crise est là, même si la guerre s'arrête demain. C'est ça. Écoutez, la crise est là, on va la subir de cette manière année. synthétique. Ouais. Cette guerre n'est pas notre guerre, mais ça va être notre facture. C'est ça. On va devoir payer. Et on va devoir payer sur des éléments qui ont des effets cumulatifs sur la structure de notre budget. Lorsque la facture de l'énergie explose, c'est l'ONE qui est très lourdement endetté, qui va se retrouver la plus exposée pour pouvoir absorber le choc. C'est le panier de la ménagère et évidemment le pouvoir d'achat. Et justement, il ne faut pas qu'on ouvre la porte à avoir des discours populistes ou des discours du Yaka Faucon qui arrivent en période électorale. Parce que là, vous avez un boulevard pour l'opposition. Lorsque vous avez un tel choc systémique potentiel qui arrive avec un choc externe, articuler des discours populistes est vraiment la première tentation en disant on vous l'avait bien dit, ils sont incapables, ils n'arrivent pas à tenir la baraque. Mais elle serait dans son rôle. Elle serait dans son rôle. Oui. Mais le Maroc mérite mieux. Ah. Le moment dans lequel... Là, c'est une prise de position. Oui, c'est une prise de position parce que le moment dans lequel nous sommes appelle
une réflexion qui soit d'ordre programmatique. Et je pense que la crise est tellement importante qu'il serait intéressant que les organes partisans commencent déjà à exposer au public quelles seraient leurs priorités, notamment pour le choc conjoncturel, et avant de pouvoir passer aux éléments qui sont des éléments structurels. Or, vous l'avez certainement constaté comme moi, il y a très très peu de prises de position. Il faut qu'il y ait des propositions. Elles peuvent émaner également de la société civile, elles peuvent émaner des économistes, des gens qui observent, qui regardent. Vous aussi. Quelles seraient vos propositions sur le conjoncturel, plus tard sur le structurel? Alors, à titre personnel, moi, je vous ai dit, je suis je serais favorable à ce qu'une loi de finances rectificative arrive. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce serait un aveu de faiblesse, mais un avis. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Et il y aurait dedans, une baisse des dépenses, non, un package qui serait fait, révision des paramètres, qui déjà, serait fait de trois choses. Un, nous n'avons pas épuisé notre capacité à pouvoir formuler des amnisties, et notamment les amnisties sur le cash. Celle de 2024 a porté beaucoup de fruits, mais il y a encore de la marge de progression. Donc augmenter les recettes déjà. Ou du moins sécuriser une grande partie des recettes. C'est ça. Deux, au niveau du choc sur le pouvoir d'achat, il y a cet instrument extraordinaire que Sa Majesté a articulé dans sa vision, que sont les aides sociales directes, qui ont été mises en place. Et moi, je plaiderais pour qu'une aide ciblée pendant cette période soit envoyée directement aux ménages qui sont concernés, afin de ne pas avoir à rentrer dans la spirale de la régulation des prix. Et donc, pour moi, les aides sociales directes sont l'instrument idoine. On peut compenser ces aides sociales directes par une accélération de la décompensation du sucre. Parce que le sucre, il pose un problème de santé publique, pour lequel vous, Aziz et moi-même, on paye la facture. On le paye sur les diabétiques, on le paye sur les hypertendus, on le paye sur tout. Donc, les crises sont aussi des opportunités. Et en réalité, quand il y a ce type d'éléments, il faut faire feu de tout bois. Il faut essayer de faire bouger tous les paramètres. On peut augmenter, je pense, et j'en ai la conviction, le déficit budgétaire. Le FMI ou la Banque mondiale vont jamais venir vers le Maroc pour dire comment ça se fait que vous ayez augmenté votre déficit budgétaire au vu de la situation internationale. Notre taux de gearing, c'est-à-dire le ratio entre notre dette et notre PIB, est tout à fait acceptable. Il est autour de 70%, un petit peu en dessous. On a récupéré l'investment grade. Donc, c'est le moment d'appuyer sur le champignon, d'ouvrir tous les paramètres qui sont possibles, mais surtout de ne pas faire une chose, c'est de venir créer de nouvelles taxes qui seraient soi-disant temporaires, parce qu'on l'a vu avec la contribution de solidarité, on l'a vu également avec d'autres taxes. Ce sont des taxes qui finalement, ou des impôts, qui restent et qui s'inscrivent dans la durée. Les taxes sur le super profit exceptionnel, vous êtes contre? Je ne suis pas contre par doctrine. Je ne suis pas non plus fermé. Mais il y a une cohérence au cadre fiscal qui a été révisé. Et il y a des points d'indice qui ont été donnés pour les entreprises qui réalisent plus de 100 millions de dirhams de bénéfices. Et moi, je m'intéresse aux résultats. Est-ce que les recettes issues des impôts de l'IS des entreprises ont progressé de manière importante au Maroc au cours des 4 dernières années? Oui. Donc, il fallait baisser le point d'indice pour les PME et les TPE parce que du coup, elles deviennent beaucoup plus disciplinées en matière fiscale parce qu'elles sont en capacité de pouvoir payer. Elles sont en capacité de pouvoir payer malgré les délais de paiement qui sont des délais de paiement qui sont longs au Maroc et qui posent un problème macroéconomique et que l'État veut prendre à bras-le-corps. Autre bizarrerie, sur la loi sur les délais de paiement. Pourquoi est-ce que les entreprises payent l'État lorsqu'elles sont en retard de paiement? Elles devraient payer ceux qu'elles n'ont pas payés à temps. Mais on a parfois cette vision très jacobine de la fiscalité au Maroc, et il y a un certain nombre d'initiatives immédiatement qu'on peut prendre. Je pourrais vous citer un autre exemple très très bizarre, c'est la taxe de luxe sur les véhicules. C'est lorsque votre véhicule est hybride. Donc peu importe que votre véhicule hybride fasse 2 ou 3 millions de dirhams, comme certains véhicules de très grand luxe, vous ne payez pas la taxe de luxe. Donc, il y a un certain nombre de mécanismes, surtout à un moment où le public, et notamment ceux qui ont le plus de pouvoir d'achat, au vu de l'augmentation des prix à la pompe, vont aller de plus en plus vers des véhicules hybrides ou des véhicules électriques. Et je pourrais continuer comme ça sur les opportunités. Nous avons cette volonté d'avancer sur le mix énergétique. C'est le moment d'avoir un plan
mobilité Maroc, que ce soit la mobilité par bus ou la mobilité par véhicule, qui favorise les investissements dans l'automobile électrique. Et donc, pour ça, il faut qu'on puisse construire notre grid et qu'on puisse amorcer cette transition. Les crises sont des opportunités. Juste pour revenir sur ce que vous avez dit sur pourquoi payer en cas de défaut de paiement, de retard de paiement, pourquoi payer l'État. Quand on commet une infraction sur l'autoroute du Maroc, ben on ne paye pas autoroute du Maroc, on paye l'État. Sauf que celui qui est pénalisé quand vous faites un retard de paiement, c'est l'entreprise avec laquelle vous avez co-contracté. C'est elle qui a dû payer des intérêts parce que vous ne l'avez pas payé à temps. Donc, il serait juste que les intérêts pour le retard de paiement reviennent à celui qui, in fine, a dû payer des agios à la banque. Alors que l'autoroute, vous faites une infraction contre le bien commun. Si vous faites une infraction, c'est que vous mettez en danger des infrastructures qui ont été financées par l'État, pour lesquelles il y a d'autres de vos concitoyens que vous avez mis en danger si vous avez, par exemple, failli provoquer un accident de voiture. Donc, il est logique que l'amende, elle parte à l'État. Une réponse qui se tient. Il serait logique aussi que l'État paye aussi vite que les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, le secteur public qui est fait qui sont les organismes publics à but commercial, etc., sont soumis aux mêmes règles que le secteur privé, mais pas l'État. Parce que la technostructure administrative marocaine a cette formidable capacité à réinventer de la norme. Donc, jusque-là, les retards de paiement étaient des vrais retards de paiement. Maintenant, c'est des retards de réception. C'est-à-dire, on ne vous reçoit pas le travail, donc vous ne pouvez pas enclencher la facture. Mais ça, c'est en voie de nette amélioration. Au niveau de l'État. L'État a quand même résorbé une facture de TVA extrêmement importante. Exactement. Donc, il y a un effort de discipline budgétaire qui a été fait. Et je dois dire qu'à cet égard, la trajectoire du Maroc, elle est quand même assez exemplaire, à la fois en matière de recettes fiscales, en matière de gestion de sa capacité à lever de la dette et de discussion avec les marchés. D'ailleurs, on ne récupère pas l'investment grade jusque-là. Et même avant d'avoir l'investment grade, on levait de l'argent à un meilleur taux que la Roumanie. Donc, à ce niveau-là, je dois dire que moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Sur la capacité à pouvoir formuler un pack qui nous permette de sécuriser un certain nombre de ressources, ne pas trop mettre en danger l'ONE et ne pas trop mettre en danger des organismes qui sont absolument très exposés aux chocs externes, est pour moi la priorité la plus importante. Alors, vas-y. Oui, vous qui connaissez pas mal de coulisses et de rouages, pourquoi il n'y a pas de débat ? Pourquoi les ministres du gouvernement, par exemple, ne répondent pas aux demandes d'information? Ce qui nous ramène à la discussion politique avec laquelle on va terminer notre entretien. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Je ne me prévaux pas de connaître ni les rouages, ni les coulisses. Je suis au même niveau d'information que vous et je lis Média 24 quand je veux avoir de l'information qui est précise. Moi, je pense que le débat fondamental, c'est sur le droit à l'information. Oui. Et je pense que ce droit à l'information, qui est un droit constitutionnel, est un droit à l'information pour lequel on a vraiment besoin d'un choc d'accélération. Oui. Le secteur de la presse, comme vous le savez, est moribond. Et il n'y a que des mesures transitoires qui s'ajoutent à des mesures d'exception. Et donc, pouvoir avoir une vraie réflexion et organiser des assises nationales de l'information et de la presse sont pour moi une priorité très importante. Le récent débat sur le Conseil de la presse aurait dû être le déclencheur d'une réflexion beaucoup plus large, dans laquelle on peut intégrer tous les corps vivants de la nation qui font du commentaire. Parce que finalement, c'est la communauté des commentateurs qui fait vivre le débat public. Sur, disons, le peu d'entrain du gouvernement à répondre aux questions, je vais vous dire, ils le font parce qu'ils peuvent. Parce qu'ils sont en ultra-majorité au Parlement, parce que c'est vraiment une toute petite minorité qui est en train de leur poser des questions, et qu'ils ont pris cette habitude de communiquer par communiquer. C'est-à-dire, ils envoient des communiqués, ils n'attendent pas à ce que vous leur posiez des questions. Mais je dirais, moi, je vous retourne la question. Soyez dans votre rôle, interpellez-les, et interpellez-les plus souvent. Ils refusent de répondre le plus souvent possible, ils refusent de prendre le risque, mais quand vous dites qu'ils communiquent comme ils veulent parce qu'ils ont une très grande majorité, ce serait peut-être une erreur, parce qu'en face, il n'y a pas que les journalistes professionnels, il n'y a pas que les médias structurés qui posent des questions. Nous avons plusieurs millions d'internautes qui agissent, qui interagissent, qui parlent et qui créent des vérités, qui créent de l'information quand il y a un manque d'information. Est-ce que ça ne représente pas un risque pour la bonne tenue du système politique électoral que nous avons ? Que ça représente à quelques mois des élections. Que ça représente un risque, indubitablement. Que ça soit en haut de la pile des priorités du chef du gouvernement ou de ses ministres, non.
Alors, Donc, comment vous voyez comment est-ce que vous le rendez ça en haut de la pile? C'est qu'il faut une opposition qui soit encore plus vocale, encore plus crédible et encore plus structurée, mais encore une fois, par le carburant qui est le seul carburant qui construit la crédibilité, ce sont des propositions et une capacité à pouvoir articuler ces propositions. Quand on regarde aujourd'hui le niveau du débat, il est très souvent ad hominem, et on est en train de parler de bilan de personne au lieu de parler du bilan d'un gouvernement. Il est parasité par un certain nombre de sujets qui arrivent lorsqu'il y a une fin de législature. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Mais aujourd'hui, il faut remettre au centre de la réflexion publique des éléments qui sont programmatiques et des éléments qui sont plus substantiels et essentiels. Je vais vous dire, on a la crise aujourd'hui en Iran. Mais moi, je suis ébahi de voir que personne n'est en train de parler de la prochaine crise qu'on va se prendre dans la figure, qui va être la crise de l'IA. Puisque le Maroc est un pays de service. On a aujourd'hui 150 000 à 200 000 téléopérateurs qui vont être remplacés par des robots, qui vont être remplacés par des modèles de langage augmenté. On a énormément de métiers qui sont en danger de mort avec l'IA. On maîtrise 0,5% de la chaîne de l'IA. On fait de l'IA d'usage, mais on n'est pas producteur d'innovation. Et le problème existentiel est absolument, qui en tout cas moi m'obsède, c'est l'employabilité des jeunes. C'est que lorsque vous allez avoir beaucoup moins d'emplois à offrir pour ces jeunes, du fait de l'IA, quelle est la réponse que vous allez apporter? On va revenir aux jeunes avant. J'ai deux petites questions rapides. Voilà. Comment vous voyez le Maroc en 2050? Ça, c'est la deuxième question. Et la première question, selon vous, quel est le parti qui va être le premier pour les élections législatives de cette année? Alors, je démarrais par la deuxième question. Si vous démarrez avec la deuxième question, j'ai une précision. Juste une précision pour cette question-là. Il y a un fait nouveau qui se produit pour ces élections. L'ouverture aux jeunes sans appartenance politique, avec financement, avec un ensemble de mesures qui sont faites. Donc, pour répondre à la question de Sardine, vous y ajoutez aussi cette donnée qui est fondamentale, qu'on aura un certain nombre, peut-être des dizaines, peut-être des centaines de candidats qui ne viennent pas de partis. Et que donc, on ne voit pas tellement comment ils vont faire une fois qu'ils seront élus, parce qu'ils seront certainement élus à 20, 30, 40, peut-être 50 députés. Alors, moi, j'ai pas de boule de cristal, et croyez-moi, si je connaissais l'ordre du tiercé gagnant pour les élections, j'essaierais de me rapprocher de celui qui arriverait premier rapidement pour pouvoir faire valoir un certain nombre d'idées et pouvoir... Après en avoir parlé au préalable. Et pouvoir, après vous en avoir parlé, évidemment, au préalable. Mais je me rangerai derrière ce que la majorité d'analystes disent, à savoir qu'on va être dans un tiercé dans lequel il y a le RNI, le PAM et les Stirkland. Alors, je suis pas bon pour les prédictions. Je dois vous dire, à titre personnel, qu'en 2011, j'ai pas vu venir du tout la victoire du PJD. Et ça reflète aussi la très grande carence et pauvreté qu'on a en matière d'instruments de mesure de l'opinion. Et cette carence-là, elle est structurelle. Je ne sais pas si elle est là pour durer, si elle est là pour toujours, mais aujourd'hui, on n'a pas d'instrument de mesure de l'opinion pour pouvoir vous dire quel est le rapport de force. Sur le Maroc en 2050, moi, je vous dirais, je vous répondrai en reprenant les travaux de recherche que j'ai menés lors des 2 dernières années, en disant que le Maroc est sur un chemin de crête. Il est sur un chemin de crête où il y a un certain nombre de possibles qui sont ouverts. Les préconditions pour avoir le meilleur des futurs possibles, après avoir assis sous le leadership du roi Mohamed VI, notre statut de puissance régionale, de pays qui joue la carte de la multipolarité, qui est devenu un connecteur de la mondialisation, comme le dit Bloomberg, c'est, selon moi, et ce qui est absolument fondamental, c'est le chantier de la gouvernance du champ politique. Et ce chantier de la gouvernance du champ politique, je pense que nous, et quand je dis nous, je dis moi, mais ceux qui ont eu la chance d'avoir accès à l'éducation, ceux qui ont la chance d'avoir accès au capital, ceux qui ont eu énormément de chance dans leur parcours. Parce que je ne pense pas qu'il faut se regarder en se disant c'est juste, il faut attribuer à ses qualités personnelles la capacité à avoir réussi sa vie professionnelle. Je pense qu'on a abandonné le terrain. Et je pense qu'on a abandonné le terrain par lâcheté. Je pense qu'on a abandonné le terrain parce que c'est dur.
C'est dur d'être engagé dans la vie politique nationale. Et donc, il faut trouver un moyen pour réengager les élites dans le pacte politique national et de continuer à faire prendre l'ascenseur social à tous ceux qui veulent y participer. Et pour ça, tous les autres chantiers dont je vous ai parlé sont essentiels. S'il y a une refonte du code de la presse qui est profonde, égalitaire, et qui permet d'avoir un champ qui est structuré, beaucoup moins d'élites auront peur d'aller en politique parce qu'ils auront beaucoup moins peur du dégât d'image qui pourra leur arriver. S'ils sont diffamés demain dans les médias, ils savent qu'ils auront des voies de recours. Le dégât d'image ne vient pas uniquement de la presse, il va même rarement ou des réseaux médias. sociaux. Voilà, Ou des réseaux ça, sociaux. ça. Ou des réseaux sociaux. Ou des politiques eux-mêmes. Ou des politiques Bien sûr. eux-mêmes. Mais il faut que la parole publique devienne engageante lorsqu'il y a de la diffamation. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Singapour l'a fait. Lee Kuan Yew avait trouvé une équation qui fonctionnait très bien. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il n'y avait que les médias. Et donc, il avait déconstruit le pont qui existe entre la liberté d'opinion et le droit pénal. Donc, il était impossible d'aller en prison pour un délit d'opinion. En revanche, les amendes financières qui étaient données à la fois aux institutions de presse, mais également aux journalistes, étaient suffisamment dissuasives pour s'assurer qu'on faisait un check complet de ce qu'on disait. La même chose doit valoir pour les youtubeurs, pour les tiktokers, pour les gens qui prennent la parole publique et qui s'affirment et se présentent au monde comme journalistes ou analystes, qui apportent finalement très peu de preuves et qui ne savent pas faire le boulot d'investigation, qui prend du temps, qui demande des moyens. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour 2050, répondre aux disruptions qui arrivent en matière d'employabilité des jeunes, accélérer encore le chantier de la transition énergétique, être en capacité de pouvoir former les formateurs afin que la génération qui vient soit dans la meilleure position possible pour vivre dans ce monde dans lequel l'intelligence artificielle sera prédominante. Notre véritable défi, c'est de mettre au cœur du projet l'intelligence tout court et pas l'intelligence très artificielle qu'on a parfois. Effectivement, en 2050, on veut dire qu'on ne va pas être d'ici à 2050, pas sur un chemin de crête, mais sur un point d'équilibre. Et on n'est que sur des équilibres, un équilibre démographique, un équilibre de puissance, un équilibre de partenariat extérieur, un équilibre de tout. Donc, c'est sur ça qu'il faudra travailler. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Merci beaucoup pour vos éclairages. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci à vous. Le 12-13 se poursuit. La suite du 12-13 de Média 24 et zoom à présent sur les marchés financiers sous pression depuis plusieurs semaines maintenant. Le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient a ravivé les craintes d'un nouveau choc énergétique et par ricochet d'un retour de l'inflation et d'un durcissement des conditions financières. Chez nous, la bourse de Casablanca a connu une correction marquée et certains investisseurs commencent déjà à s'interroger, faut-il s'inquiéter ou au contraire est-ce une phase normale de marché, voire une opportunité pour certains? Pour en parler, je suis ravi d'accueillir dans le plateau du 12-13 Mounir Mellouk, PDG de Twin Capital Gestion, et c'est le focus de la semaine. Mounir Mellouk, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le 12-13, Alors, vous avez d'être parmi vous. C'est-à-dire partagé, vous avez 25 ans d'expérience quand même dans les marchés financiers marocains et votre éclairage nous sera très utile dans le contexte actuel marqué par des incertitudes géopolitiques et géoéconomiques avec des conséquences surtout sur le marché financier marocain. Alors, on constate depuis quelques semaines une correction de la bourse de Casablanca. La première question que j'ai envie de vous poser, elle est très simple. De votre point de vue, est-ce que c'est tout à fait normal? La bourse, la place casablancaise réagit, j'allais dire naturellement à ce qui se passe à l'échelle mondiale, ou est-ce que peut-être c'est le signal côté marocain d'un stress beaucoup plus profond qu'il n'y paraît? Alors, si vous le permettez, la bourse de Casablanca a enregistré depuis le début de l'année une baisse qui est de l'ordre de 8%. Donc ça, c'est du côté du marché action et sur le marché des taux. Donc pour parler un peu des marchés financiers de manière générale, donc le marché des taux, là aussi, on est sur une performance négative. Si on
si l'on considère donc l'indice obligataire marocain. Alors que même le contexte macroéconomique et microéconomique est très très intéressant, favorable, tout le monde était sur une perspective de continuité du bon comportement des marchés financiers en 2026, à l'instar des précédentes années 2023, 2024 et 2025. Pourquoi ? Parce que le Maroc dispose d'un contexte intéressant, je dirais même exceptionnel, puisqu'on a entamé un cycle économique avec une croissance qui a atteint un nouveau palier de 5%, alors qu'on vient d'un palier de 1, 2, 3% pendant pas mal d'années. Et on a un environnement, je dirais, de taux d'intérêt qui était bas, hein, puisqu'on, de manière générale, les taux se sont inscrits à des niveaux bas. Il se trouve que le contexte actuel, marqué bien évidemment par la guerre en Iran, a changé complètement les perspectives des marchés. Et comme dans tous les marchés financiers, les incertitudes poussent les investisseurs à de la prudence. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est une réaction normale. Tout à fait, c'est une réaction tout à fait normale. Quand on investit dans les marchés financiers, le premier acte, c'est la confiance. Et quand il y a des perturbations de ce type qui vont toucher l'économie, qui vont toucher les perspectives des entreprises cotées, qui vont toucher les taux d'intérêt, le premier acte que font les investisseurs, c'est la prudence. Alors, certes, on est dans une correction depuis le début de l'année, mais si vous permettez, j'aimerais bien juste apporter une précision, c'est que cette correction n'a pas démarré en 2026. Elle a été accentuée en 2026 avec le déclenchement de la guerre, mais elle a bien démarré avant, en 2025. Pourquoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'euphorie qu'a connue la bourse en 2024 et 2025, on a atteint des sommets en termes de performance. On a atteint à peu près 35 à 37% de performance, ce qui est fondamentalement considéré comme exagéré dans les marchés normatifs. Tout le monde disait à l'époque, et je me rappelle très bien, que la correction allait venir. On ne savait pas quand exactement, mais qu'elle allait venir, que ça ne pouvait pas continuer à augmenter. Comme dans tous les marchés, quand tu as des bulles, il faut que ça purge, il faut qu'on revienne à des niveaux un peu normatifs. Et c'est ce qui s'est passé. Le marché a atteint les 35% vers la fin du mois d'août. On a commencé à constater quelques premiers signes de vente qui ont commencé à corriger le marché, donc ce qu'on appelle communément les prises de bénéfices. Donc les investisseurs, certains investisseurs qui ont une stratégie tactique vont chercher à sécuriser leur performance. Et donc ça a commencé par une première correction et il y a d'autres éléments qui sont venus accentuer cette correction. Parmi ces éléments, on a d'abord le maintien des taux directeurs de la Banque centrale en septembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les niveaux très élevés de la bourse avaient intégré une poursuite de la baisse des taux d'intérêt. Et comme vous le savez, il y a une relation très forte entre les taux d'intérêt et les marchés actions. Plus les taux baissent, plus l'attrait des marchés actions devient très très important. Et donc ça a été intégré. Le fait que la Banque centrale n'ait pas baissé les taux d'intérêt pour des raisons, je dirais, d'incertitude géopolitique et interne, a fait que le marché a été un peu déçu. Donc ça, c'est le premier élément qui a accentué la vague de prise de bénéfices. Ça, on est suivi des événements comme les manifestations des Gen Z qui ont fait paniquer un peu le marché et surtout les petits porteurs. Je rappelle que les petits porteurs aujourd'hui constituent plus de 30% des volumes sur le marché de la bourse et comme on le sait, le profil d'investisseur des petits porteurs est un profil fragile et à la moindre perturbation, il commence à être, je dirais, il se porte vendeur. Donc ces éléments ont porté le marché vers une correction qui n'est pas des moindres. On est passé de 35-37% à peu près 22-23%. Et beaucoup font le parallèle avec la crise de 2022, au déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, où on avait justement là aussi une forte chute du marché. Mais en 2022, le choc venait notamment d'une hausse des taux non anticipés. Exactement. Mais aujourd'hui, si j'ai bien compris, les marchés semblent avoir déjà intégré une remontée de taux. Est-ce que cela change fondamentalement la lecture du risque actuel pour le marché financier marocain, selon vous ?
Alors oui, certes, la baisse a eu lieu à peu près en 2025. La correction était un peu, je dirais, forte, hein, à peu près 12%, et qui a été accentuée par ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Donc 12 et 8, ça fait à peu près 20%, entre 15 et 20%. C'est un mini-choc hein, en termes de hausse. Ceux qui sont rentrés en août et qui se retrouvent avec moins 15, moins 20%, c'est quand même quelque chose qui fait très très mal. Alors, si on devait faire le parallèle avec les précédents chocs, nous avons deux chocs majeurs, c'est le Covid et c'est la guerre en Ukraine. Mais celle qui est proche du contexte actuel, c'est le choc qu'on a subi en 2022 suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Alors, c'est un choc qui n'était pas anticipé par les marchés. Donc, effectivement, les marchés ont été surpris par cette invasion et donc ont commencé à subir les impacts de cette crise en anticipant de l'inflation. Et d'ailleurs, nous avons connu durant l'année 2022 une inflation galopante. On est passé de 3% début 2022 à 10% en février 2023 et on a fini l'année à peu près à 6,6% en moyenne. Il y a eu une politique monétaire restrictive qui a poussé la Banque centrale à corriger les taux directeurs à la hausse pour lutter donc notamment contre l'inflation. Donc d'un côté, le marché n'était pas préparé, donc le choc psychologique a été fort. Et d'un autre côté, des politiques monétaires qui n'ont pas aidé les marchés financiers, donc le marché de la bourse, puisqu'on a connu dans le monde des hausses d'intérêt assez importantes, et plus particulièrement au Maroc, puisque la Banque centrale a opéré 3 hausses des taux directeurs, en passant de 1,5% à 2%, et de 2% à 2,50%, et de 2,50% à 3%. Donc ça a été considéré comme, je dirais, un signe précurseur d'un durcissement des conditions de financement, et donc par ricochet, un ralentissement de la machine économique et donc des performances des entreprises cotées. Donc forcément, dans ce contexte qui a duré, hein, je rappelle que la guerre en Ukraine a commencé en février, qu'elle n'est pas encore terminée. Pas encore terminée, et que on a vécu cette inflation galopante et tout ce qui s'est passé pendant 12 mois. Et donc ça a fait que la baisse a été de plus de 20%. À la différence d'aujourd'hui, hein, qui si on voulait juste prendre en compte l'impact de la guerre de l'Iran, l'impact n'a été que de 5%. Ce qui voudrait dire que le marché aujourd'hui price une guerre courte sur des délais courts, mais n'a pas encore intégré un prolongement et une guerre qui pourrait durer un peu plus longtemps. Aziz Bousta. Bonjour, c'est Mlouk. Je voulais vous poser une question sur justement sur l'anticipation. Vous avez commencé à y répondre. Vous avez parlé en 22, les marchés n'avaient pas prévu ce qui allait se passer le 22 ou le 23 février quand il y a eu l'invasion. Mais cette guerre qui a actuellement au Moyen-Orient était parfaitement anticipable. On la voyait venir et déjà eu teasing, si je peux m'exprimer ainsi, la guerre des 12 jours en juin dernier. Et puis depuis janvier, ça ne parle que de ça. Les marchés, comment ça se fait que les marchés n'ont pas anticipé ça? Alors, justement, c'est parce que la bourse de Casablanca particulièrement, et si l'on compare avec les autres places financières, a fait une année exceptionnelle. On a fini l'année à plus 27%, quand les autres places financières ont fini entre 5, 10, 20%, certaines. Donc on s'est positionné dans le top des performances mondiales. Donc forcément, quand on a corrigé en début d'année, le marché et les investisseurs ont tenu compte de la correction de 2025. On est passé de 35 à 27%. Et je rappelle qu'à ces niveaux-là, le marché commençait à être attractif. Les investisseurs institutionnels sur le marché commençaient à en profiter pour améliorer la performance de leur portefeuille. Et donc, ce qui fait que, avec la nouvelle de la guerre en Iran, on se rappelle que les États-Unis avaient annoncé que les bateaux militaires étaient en train de se diriger vers l'Iran. Donc, le marché a commencé à anticiper cela. Mais du fait qu'on ait corrigé de 12-15% sur la bourse de Casablanca, a fait que on était déjà sur des niveaux corrigés, sur des niveaux attractifs, et que toute information négative supplémentaire allait certes corriger davantage le marché, mais pas d'une ampleur assez importante. Parlons de la résilience du Maroc, de l'économie marocaine, face à effectivement ce contexte géoéconomique très tendu. Aujourd'hui, de votre point de vue, quels sont les vrais risques à surveiller pour
l'économie marocaine? Est-ce que c'est les taux, c'est l'inflation, le financement de l'État aussi qui peut être impacté justement par le coût de cette guerre et de ses répercussions sur le Maroc? De votre point de vue d'analyste des marchés financiers, quels sont les vrais risques à surveiller de très très près pour la suite? Alors, tout d'abord, chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le contexte macroéconomique pendant la guerre en Ukraine était différent de celui d'aujourd'hui. À l'époque, le Maroc avait une croissance entre 1 et 2%, l'inflation était galopante et les taux étaient très très élevés. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on est sur une croissance intéressante avec un palier de 5% qui permet de rendre notre économie plus résiliente. On est sur une inflation qui est basse, donc ce qui voudrait dire que il y a de la marge. Hein. Si en janvier 2022, on était sur un niveau de 3%, aujourd'hui on est sur un niveau inférieur à 1%. Donc, combien même s'il y a de l'inflation, on devrait peut-être gagner 2 à 3% d'inflation, ce qui voudrait dire qu'on devrait passer vers les 3-4%. C'est pas un choc en soi. Hein. On a déjà vécu ce type de situation et auquel cas donc la Banque centrale pourrait éventuellement corriger les taux, je dirais peut-être de 25, maximum de 50 points de base. Dans ce contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises marocaines sont mieux outillées, sont mieux armées, puisqu'aujourd'hui, la croissance bénéficiaire des entreprises, elle dépasse les 2 chiffres. On est, par exemple, à fin 2025, on est sur une croissance de la masse bénéficiaire récurrente à plus de 25%. Ce qui voudrait dire que même s'il y a un choc, les entreprises marocaines peuvent faire face à ce choc et peuvent continuer à créer de la valeur, ce qui pourrait éventuellement rassurer les marchés. Sachant qu'aujourd'hui, les niveaux d'indicateurs boursiers présentent éventuellement des opportunités d'achat. Donc, on est sur des PE, ce qu'on appelle le niveau de cherté des actions marocaines. On est à peu près autour de 20 à 21, alors qu'au pic, on était à 29. Donc, ça montre qu'on a une décote qui pourrait offrir aujourd'hui des opportunités d'investissement. Peut-être s'il y avait des risques à appréhender au niveau des taux d'intérêt, bien évidemment, parce que, comme vous le savez, les taux d'intérêt, il y a 2 variables qui permettent de réajuster les taux d'intérêt. Il y a d'un côté l'inflation et la Banque centrale, puisqu'elle va réagir en cas de choc inflationniste, et de l'autre côté, il y a le Trésor. Du côté de la Banque centrale, on l'a vu lors du dernier conseil de BAM. BAM n'a pas baissé les taux, ce qui était attendu un peu par le marché. Et je pense que ça a été une attitude prudente, tout simplement parce que le Maroc est dans une phase de croissance à faible inflation, donc peut-être qu'il ne fallait pas baisser les taux. Donc on avait de la marge. Maintenant, la Banque centrale a pris en compte le contexte actuel et a considéré que tant qu'il y a ces incertitudes géopolitiques, et même si l'inflation est à un niveau très très bas alors que l'objectif est de 2%, la Banque centrale a préféré maintenir une marge de manœuvre, ce qui est en soi une bonne chose. Le deuxième point, c'est le Trésor. Donc le Trésor, comme vous le savez, a beaucoup d'appétit en ce moment. Le Trésor a des engagements, il a des échéances importantes à travers ce que prépare le Maroc en termes d'événements importants, donc notamment l'organisation de la Coupe du Monde. Et face à cela, on peut dire que ces derniers mois, le Trésor s'est montré un peu présent sur le marché, a exercé une certaine pression, ce qui s'est traduit par une hausse des taux dernièrement sur le marché de 25 à 40 points de base, ce qui est en soi quelque chose qui n'aide pas la bourse, puisque comme vous le savez, entre l'action et les taux, c'est un vase communicant. Les investisseurs font de l'arbitrage. Quand les taux montent, ils vont préférer un taux plus intéressant que plutôt d'aller en bourse. Et le contraire est vrai. Quand les taux baissent, ils vont préférer prendre plus de risques pour aller chercher de la performance. Et en période d'incertitude, les investisseurs ont surtout besoin de conseils. Et vous, justement, en tant que fondateur PDG de Twin Capital Gestion, vous accompagnez des épargnants, des investisseurs dans leur choix d'investissement. Ce qui serait intéressant maintenant de faire, c'est une forme de projection vers l'avenir, même si l'exercice est compliqué, on ne sait pas de quoi demain est fait, si cette guerre durera 2 ou 3 semaines comme promis par Donald Trump, ou si elle s'étalera sur le moyen long terme. À supposer que la crise se prolonge, quels sont vos conseils en matière de placement pour les épargnants, les investisseurs aujourd'hui? Est-ce qu'il faut investir ou attendre? Alors, je vais
répondre à votre question, mais si vous permettez, je préfère mettre deux scénarios en face, parce que ce sont les deux scénarios qui sont possibles. Le premier, c'est de dire que effectivement la crise va se dissiper dans les semaines à venir, parce il se passera des choses, et à ce moment-là, on peut dire que les marchés sont prêts, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, la bourse de Casablanca présente des niveaux de valorisation très très intéressants, les taux d'intérêt se sont corrigés à la hausse, donc on peut dire que les deux marchés, actions et taux, présentent des niveaux d'investissement opportunistes. Donc, pour le premier scénario, une guerre qui se termine rapidement, quel est le conseil en matière de placement? Alors, quel est le conseil? Et là aussi, on va revenir vers les règles d'investissement et vers je dirais, ce qui est conseillé pour les investisseurs, c'est de tenir compte d'abord du profil d'investisseur, qui on est, et de la durée. Si on est un profil d'investisseur qui aime le risque, je considère que l'opportunité sur le marché action est beaucoup plus intéressante. Compte tenu de la décote actuelle et ce qui s'est passé en termes de performance négative, on pense que s'il y a une dissipation de la crise, que le marché devrait rapidement rattraper ce qui s'est passé et faire quelque chose comme 10 à 15% de performance pour revenir vers des niveaux normatifs cohérents avec la situation actuelle en termes de croissance et en termes de masse bénéficiaire. Sur les taux d'intérêt, il y a aussi de l'opportunité, mais là, on va s'adresser plutôt à des investisseurs qui sont prudents et qui vont chercher plutôt du rendement stable. Ça, c'est le scénario numéro 1. Ça, c'est le scénario numéro 1. Le plus Maintenant, optimiste. pour le scénario 2, où l'on considère que la crise pourrait perdurer, là, on va rentrer dans un contexte un peu beaucoup plus exigeant, où on va anticiper une diffusion je dirais, de l'inflation à travers des cours de baril autour de $100, voire plus, et qui va se propager progressivement au sein des différentes chaînes de valeur économique. Et bien sûr, cela va provoquer de l'inflation. Et comme on le sait, face à l'inflation, la Banque centrale pourrait revenir à une politique beaucoup plus restrictive, c'est qui va augmenter les taux de manière générale. Cette situation est d'autant plus plausible que l'État, en parallèle, a des besoins importants. Il va certainement exercer une pression sur le marché. Et dans ce cas-là, comme on le sait, quand il y a des hausses des taux, les investisseurs sont beaucoup plus prudents et exigent des primes de risque. Donc, le scénario de hausse des taux pourrait être un des facteurs à surveiller de près. Du côté des entreprises, ce scénario est certes pourrait ralentir la croissance des bénéfices, mais pas de manière importante, puisqu'on estime qu'on est sur l'économie marocaine est dans une phase exceptionnelle et qu'on a des éléments de résilience qui pourraient faire en sorte qu'on reviendrait plutôt vers des niveaux normatifs. Alors, une autre question très concrète qui va intéresser celles et ceux qui nous regardent. Pour un investisseur marocain, quels sont aujourd'hui, dans le contexte d'incertitude, de flou dans lequel nous vivons actuellement, les types d'actifs qui vous semblent les plus résilients malgré un contexte géopolitique et géoéconomique qui est ce qu'il est? Alors, le mot d'ordre dans ce cas-là, c'est la prudence. Et le deuxième point qu'il faut suivre, c'est la maturité. Pour les investisseurs court-termistes, il est clair qu'il ne faut pas prendre de risques, d'accord? Il faut aller sur des actifs sécurisés qui présentent type des EPCVM monétaires. Donc, ce sont des véhicules d'investissement qui investissent sur de très court terme, qui ne prennent pas beaucoup de risques et dont la volatilité est extrêmement faible. Bien évidemment, qui dit pas de prise de risque dit des rendements très faibles. Ce sont des profils qui offriraient quelque chose comme 2 à 2,5% en termes de performance. Pour ceux qui ont un profil d'investissement long-termiste ou moyen long-termiste, l'idée c'est d'être prêt et peut-être de profiter des niveaux actuels pour commencer à investir une partie de son épargne. Et à ce moment-là, l'idée c'est d'aller vers des EPCVM actions ou diversifiés. Je rappelle que les EPCVM diversifiés, ce sont des EPCVM qui allient en même temps de l'obligataire et de l'action, donc qui permettent d'avoir une poche d'investissement qui va être considérée comme un amortisseur en cas de crise, mais avec une poche opportuniste qui va investir sur le marché action. Et dans ce cas-là, peut-être investir une partie pour profiter un peu du contexte actuel et des niveaux de valorisation actuels, mais surtout
avoir de la liquidité et se préparer pour investir dès que les marchés pourraient donc présenter plus de visibilité. Et en matière d'arbitrage, bon, c'est vrai qu'entre les actions, les obligations, aussi les liquidités, c'est parfois des événements, type la guerre en Ukraine et ses répercussions, qui pourraient peut-être éventuellement, de votre point de vue, à travers votre propre expérience, est-ce que les investisseurs, les épargnants, changent leur approche et leur stratégie d'investissement en fonction des aléas de la géopolitique mondiale ou pas du tout? Est-ce que globalement, les gens restent quand même très résilients et très prudents, très conservateurs en matière de stratégie d'investissement? Alors, très très bonne question. Et là aussi, on revient vers les principes de base d'un investissement dans les marchés financiers. Il faut savoir ce qu'on veut et sur quel horizon. Alors, pour ceux qui ont un horizon d'investissement à long terme, je pense que les marchés, dans leur ADN, créent de la valeur dans le temps. Les entreprises créent de la valeur et les bourses en général font des performances positives dans le temps. Et donc, malgré les chocs, on arrive à les dépasser. On l'a vu dans le Covid, on l'a vu pendant la guerre en Ukraine. Et donc, pour ces investisseurs, je pense que s'ils ont une vision à long terme, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. Donc, à mon avis, il faut maintenir leur position. D'autre côté, certains épargnants s'inquiètent et on peut aisément le comprendre. Alors, pour les épargnants qui ont constitué qui se sont constitués une épargne et qui misent quasiment tout sur cette épargne, c'est vrai que parfois le sentiment d'inquiétude les submerge. Alors justement, ça c'est peut-être par rapport aux investisseurs personnes physiques qui des fois cherchent la performance mais n'ont pas le profil d'accepter des moments difficiles. Et ça c'est très très important. Il faut que les investisseurs comprennent qu'un investissement en bourse est un investissement risqué mais qui est payant. Donc quand on gagne de l'argent, quand on gagne des performances intéressantes, on est content, mais quand on perd de l'argent, il faut savoir résister. Donc ça, c'est par rapport aux personnes un peu fragiles, notamment les personnes physiques. Mais il y a une autre catégorie d'investisseurs, ce qu'on appelle les investisseurs tactiques. Et là, on est vraiment sur de la recherche du rendement et sur de la recherche d'opportunités. Et là, effectivement, quand on est sur le marché action et quand on anticipe, je dirais, des baisses aussi fréquentes, parce qu'on commence à voir dans les marchés une certaine volatilité qui a augmenté, ben là, ce sont des investisseurs qui vont opérer des ajustements, qui vont sortir des marchés actions pour aller vers les taux, parce que en général, quand les marchés actions baissent, les taux d'intérêt constituent une alternative de placement qui pourrait être intéressante. Alice Boustan? C'est la dernière question? Oui. Ah, voilà, donc je vous pose une question de chroniqueur politique. Je vous entends parler, Coupe du Monde, mondiale, État, Banque le Maghreb, géopolitique. On est à 6 mois ou à 5 mois d'élection. Est-ce qu'il y a on n'a pas parlé une seule fois, vous n'avez pas cité une seule fois le mot gouvernement, parlement, élection. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre des décisions d'investissement, des anticipations d'investissement, et ce qui pourrait se passer le 23 septembre, quand il y aura un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité? On n'en entend jamais parler de ça. Alors écoutez... Est-ce qu'il y a un lien entre le monde de la politique et les marchés financiers? C'est une très bonne question. Bah oui. Certainement, oui, il doit y avoir un lien puisque les décisions économiques sont faites par des décisions politiques. À vrai dire, aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne parle pas parce que je pense qu'on est tous dans un environnement où tout le Maroc est dans une phase d'expansion économique qui est partagée par tout le monde, qui est partagée par tous les partis politiques. C'est partagé par les différents agents économiques. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, le Maroc s'inscrit dans un cycle économique important, dans une stratégie économique qui est claire, avec une visibilité en termes sectoriels, en termes de stratégie industrielle, en termes d'exposition vers l'étranger, puisque la marque Maroc aujourd'hui attire des investisseurs et preuve en est, c'est l'amélioration de la note du Maroc par les grandes instances de notation. Donc tout ça fait que ce volet-là prime aujourd'hui et pèse sur la notation, je dirais, des marchés financiers. Quant à la politique, c'est quelque chose qu'on suit de près, mais je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai cité tout à l'heure, les yeux sont rivés vers un événement important qui est celui de 2030. Et compte tenu de tout ce qui a été réalisé, je pense que
prochaine stratégie devrait s'inscrire dans la continuité de ce qui se passe aujourd'hui et donc dans un trend, je dirais, positif. Très bien. Écoutez, nous allons conclure là-dessus. Merci beaucoup, Mounir Mellouk. Je rappelle que vous êtes PDG fondateur de Twin Capital Gestion, société de gestion d'actifs OPCVM. OPCVM. Tout à fait. Merci beaucoup. C'était un plaisir et à bientôt dans le 12-13 de Média 24. Merci à vous. Merci. Nous, on se retrouve juste après cette pause, toujours avec Aziz Boussa pour la suite de cette émission. À tout de suite. De retour sur le plateau du 12-13 de Média 24 et on s'intéresse à présent à l'actualité boursière majeure de ces derniers jours au Maroc. Le groupe EIRAD entre dans le tour de table de la compagnie minière de Twisit à hauteur de 37,04% pour un montant de 130 millions de dollars. Mais cette opération va bien au-delà d'un simple changement d'actionnaire. Elle s'accompagne aussi et surtout d'une recomposition du capital, de la perspective d'une prise de contrôle conjointe avec la CIMR et du lancement attendu d'une offre publique d'achat obligatoire. CMT s'apprête peut-être à changer de dimension avec une recomposition majeure donc de son capital, une OPA obligatoire en perspective et beaucoup d'attentes du marché. Mais quelle est exactement la stratégie d'EIRAD que va réellement changer cette opération pour la minière marocaine ? On en parle avec le président du conseil du groupe EIRAD qui répond en exclusivité aux questions du 12-13, Sébastien de Montessus est l'invité de Média 24. Sébastien de Montessus, bonjour et bienvenue dans le 12-13 de Média 24. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, elle est assez simple. Pourquoi CMT ? Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a rendu, de votre point de vue, la compagnie minière de Twisit suffisamment attractive pour justifier une opération de cette ampleur aujourd'hui ? Alors je crois que la principale raison, c'est surtout l'attractivité de CMT. Pour moi, je crois, le groupe CMT est un fleuron minier historique au Maroc. Nous avons, comme vous le savez, investi il y a un peu plus d'un an déjà au Maroc avec la reprise de la mine d'Oumrage, la compagnie minière d'Oumjram. Et donc, on souhaitait continuer notre développement aujourd'hui au Maroc. La CMT était pour nous un actif prioritaire et je dirais qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir une conjonction de facteurs favorables qui permettent aujourd'hui d'avancer sur une transaction de ce type-là avec la CMT. Et qu'est-ce que vous achetez en priorité, Sébastien de Montessus ? Est-ce un actif, un cash flow ou bien un potentiel de développement qui va au-delà de l'opération financière en soi ? Je crois que vous avez bien résumé parce qu'en fait, c'est une combinaison de ces trois éléments. CMT, c'est pour nous une plateforme avec beaucoup de potentiel. Elle a un très joli portefeuille minier qui aujourd'hui est sous-exploré, plutôt lié d'ailleurs à un manque d'investissement. Et l'actif lui-même a démontré sa stabilité sur, je dirais, les 20 dernières années, mais a besoin aujourd'hui d'investissements significatifs pour pouvoir perdurer sur les 20 ou 30 prochaines années. Donc c'est cette combinaison à la fois stabilité, compétences techniques des opérateurs et puis la capacité à redévelopper et continuer à développer cet actif. Et concrètement, quand vous regardez la compagnie minière de Twisit sur, on va dire les 3 ou 5 prochaines années, quelle est concrètement votre thèse ou stratégie d'investissement pour la compagnie ? Alors, je crois que la priorité va être, encore une fois, aux investissements. C'est un actif qui a besoin d'investissement, à la fois pour prolonger et j'espère augmenter la production de la partie plomb et zinc argentifère, qui est le cœur aujourd'hui de la CMT. Mais aussi, on a vu le potentiel pour d'autres actifs, comme le développement d'une mine de cuivre, qui je l'espère, viendra assez rapidement et sur lequel beaucoup de progrès ont été faits. Et puis ensuite, c'est surtout des gros investissements pour renouveler l'outil industriel. Je crois que c'est un actif qui a du potentiel pour l'avenir, mais sur lequel on a besoin de renouveler les investissements industriels pour
pour leur permettre de perdurer pour les 10 à 20 prochaines années. Et j'espère que ERAD, en tant qu'opérateur et en termes de compétences opérationnelles, va pouvoir aussi apporter des conseils, des nouvelles techniques d'opération pour pouvoir continuer à faire grandir la CMT. Et alors, entre la production, l'exploration, les coûts, les questions aussi de gouvernance, quelle sera pour vous la priorité? Alors la croissance, mais pour pouvoir investir sur cette croissance, il faut arriver à bien stabiliser les fondamentaux et en particulier la mine actuelle. Donc beaucoup d'investissements qui seront prévus, je l'espère. Ce sera discuté avec le conseil d'administration et la direction générale de CMT, mais nous espérons pouvoir pousser sur beaucoup d'investissements pour pouvoir augmenter la capacité de production et rénover l'outil industriel actuel, et puis ensuite investir sur l'avenir, sur les nouveaux projets. Je mentionnais le projet de cuivre, mais aussi investir en exploration. Il y a un très beau portefeuille d'exploration au sein de la CMT, et nous voulons pouvoir mettre en valeur ce potentiel dans les prochaines années. Alors, depuis l'annonce de l'entrée dans le capital de la compagnie minière de Twisit, le marché cherche en fait à comprendre si ERAD entre dans le tour de table de CMT comme un simple investisseur financier opportuniste ou comme un opérateur industriel de long terme. Quelle est votre réponse à cette interrogation? Alors, c'est pas du tout un investissement opportuniste ou de court terme. C'est un investissement de long terme. L'objectif, c'est de s'associer avec le reste du conseil d'administration et en particulier avec la CIMR et puis avec la direction générale de la CMT pour construire sur les prochaines années une plateforme solide qui sera une plateforme, je l'espère, de croissance. On croit beaucoup au fait que la CMT a une place importante dans le secteur minier au Maroc, qu'elle a tout le potentiel pour être un acteur très significatif. Et donc, on espère pouvoir y contribuer aux côtés de la CIMR, aux côtés de la direction générale de la société, de pouvoir contribuer en y apportant à la fois notre expertise et puis une capacité d'investissement. Alors, si l'opération avec justement la CIMR va jusqu'au bout, qu'est-ce que vous comptez changer ou accélérer en premier lieu au niveau de la compagnie minière de Twisit? Allez, disons dans les 100 premiers jours, quelle sera la priorité des priorités? Vous savez, malheureusement, dans le secteur minier, 100 jours sont extrêmement courts. C'est une industrie qui a des cycles très longs, puisque le fait de développer, par exemple, un nouveau gisement peut prendre plusieurs années. Le fait de redévelopper ou réinvestir dans l'outil industriel peut prendre plusieurs années. Donc, je crois que les 100 premiers jours vont surtout être d'apprendre à se connaître, de partager avec la direction générale et avec le conseil d'administration de la CMT ce que nous avons pu retenir jusqu'ici dans le cadre des due diligence que nous avons menées lors de nos différentes visites, et puis de proposer un calendrier d'investissement pour pouvoir le timer progressivement, à la fois en termes de, comme je le disais, de capacité d'augmentation de production, de rénovation de l'outil industriel, et puis de préparer l'avenir avec l'exploration qui pour nous est très importante dans le futur. Donc là, il n'y a pas de révolution stratégique à attendre. Nous sommes, j'espère, nous allons essayer d'apporter à la CMT, à son conseil, à la direction générale, surtout une expertise technique et opérationnelle pour permettre à la CMT de continuer à grandir et puis de rentrer aussi dans un monde qui est extrêmement concurrentiel et qui nécessite de développer de nouvelles expertises, de nouvelles techniques. On a été très, très agréablement surpris par la qualité du personnel de la CMT qui veulent apprendre, qui veulent continuer à grandir. Et donc, on espère pouvoir, en collaboration, encore une fois, avec la CIMR et le conseil, pouvoir apporter de l'expertise pour permettre à la CMT de continuer à grandir. Très bien. Alors, on oublie les 100 jours. Je repose la question autrement. Quel chantier, de votre point de vue, peut produire un effet visible rapidement? Un effet visible rapidement, je pense que ce sera la rénovation de l'outil industriel. Je pense que la mine actuelle a la capacité d'augmenter sa production. Elle bénéficie en ce moment, avec la production d'argent, de cours de l'argent particulièrement attractifs. Et c'est vrai que le contexte géopolitique aide probablement à court terme. Donc je pense qu'on devrait continuer à avoir une base saine. Si on parle plus financier qu'opérationnel, on a aujourd'hui une base saine. Les accords qui sont en cours de finalisation vont permettre d'assainir le bilan
de la CMT, avec des injections de capitaux importants, très peu de dettes, une capacité de génération de cash flow dans le futur, qui devrait permettre de financer une partie de la rénovation de l'outil industriel et d'investir dans l'avenir. Donc oui, il y a quelque chose d'attractif aujourd'hui qui est en train de se dessiner pour la CMT. Très bien. Alors, dans cette opération, vous n'avancez pas seul, puisque, vous l'avez mentionné tout à l'heure d'ailleurs, la CIMR est appelée à jouer un rôle central. Pourquoi ce schéma à deux, avec la CIMR en l'occurrence? Alors, d'abord parce que la CMT, comme vous le savez, est une société cotée qui a des acteurs institutionnels très importants. La CIMR est d'ailleurs le deuxième actionnaire de la société, avec 16% du capital. Donc l'objectif, c'était d'avoir un partenariat avec un acteur institutionnel de premier plan au Maroc, qui connaît très très bien l'environnement marocain, qui souhaite s'inscrire aussi sur le long terme à nos côtés. Donc je dirais que nous, on apporte une expertise opérationnelle et technique. La CIMR et en particulier son président, la connaissance du marché, la connaissance de la société. Un travail remarquable qui a été fait par la CIMR, son président en tant que président du conseil, avec la direction générale sur les 2 dernières années pour assainir, je dirais, la société. Et donc nous, notre objectif, c'est de nous associer avec la CIMR et de pouvoir travailler ensemble pour construire l'avenir de la CMT. Et alors concrètement, qui portera l'impulsion stratégique dans le cadre de ce duo avec la CIMR, Airad Group ou la CIMR? Je crois que ce sera partagé. Encore une fois, le conseil d'administration se réunira pour regarder les propositions. Je pense que Airad Group sera probablement force de proposition sur la partie stratégie opérationnelle et technique. Et puis ensuite, en ce qui concerne, je dirais, l'évolution stratégique pour le marché, ce sera des discussions conjointes avec le conseil d'administration et en particulier avec la CIMR. Mais de par la nature, j'ai envie de dire, des deux entités, Airad Group d'un côté et la CIMR de l'autre, il y a deux approches un peu différentes. Il y a d'un côté une logique industrielle, minière, celle qui sera, si j'ai bien compris, portée par Airad Group, et de l'autre côté, une logique institutionnelle portée par la CIMR. Comment les rôles vont se répartir justement entre ces deux logiques, de votre point de vue? D'abord, on va apprendre à se connaître et à travailler ensemble, ce qui a déjà été le cas depuis 3 mois. Mais je crois que la communication est très fluide. Je pense que la CIMR sera très vigilante sur tout ce qui concerne les résultats financiers, le cash flow. La CIMR, comme la plupart des institutionnels, aime beaucoup la CMT en particulier sur sa capacité dans le futur, comme elle l'a fait par le passé, à distribuer des dividendes. Donc il faudra qu'on arrive à construire une trajectoire, je dirais, opérationnelle et financière qui soit cohérente pour tout le monde. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est nous avons besoin d'un peu de temps avec la direction générale pour confirmer un certain nombre de choses que nous avons vues lors de nos différentes visites. Mais l'objectif, c'est d'avant tout de pouvoir réinvestir dans l'outil industriel actuel pour pouvoir le rénover et le renforcer, et puis d'investir dans l'avenir, en particulier dans l'exploration et dans des projets de cuivre. Et puis, on fera ça main dans la main avec la CIMR et puis le reste du conseil d'administration. Très bien. Alors, cette recomposition du capital de la compagnie minière de Twisit conduira fatalement à une OPA obligatoire, une offre publique d'achat. Quel est le message que vous voulez adresser aujourd'hui aux actionnaires minoritaires dans le cadre de cette OPA? Écoutez, je crois que nous allons construire tous ensemble, avec la CIMR, le conseil d'administration et la direction générale, une histoire de création de valeur dans la durée, dans laquelle, pour nous, les actionnaires minoritaires ont toute leur place dans cette trajectoire, en accompagnant cette démarche. Et vous voulez qu'ils restent au capital? Question directe. Oui, aujourd'hui, on n'a absolument pas vocation à délister 100% de la société. Je pense que c'est un atout pour la CMT aujourd'hui d'être cotée au Maroc. Nous ferons, parce que c'est une demande réglementaire, nous ferons cette offre de public d'achat avec la CIMR. Et maintenant, je considère que c'est un atout pour la CMT d'être cotée aujourd'hui au Maroc. Donc, on verra la réponse que les actionnaires minoritaires donneront à notre offre et s'ils souhaitent nous accompagner sur le futur. Très bien. Alors, bon, le marché attend quand même un repère de valorisation. Hein. Depuis l'annonce, une question prédomine, en tout cas pour ceux que ça intéresse. À quel niveau de valorisation les nouveaux entrants, Airad Group en l'occurrence, considèrent-ils que CMT mérite d'être regardé? Alors, je vous pose la question.
Alors, d'abord, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. La première étape, c'est la concurrence. Je crois que le Conseil de la concurrence doit d'abord se pencher sur la transaction et donner son accord. Donc, on va les laisser faire leur travail. Si effectivement on a un accord qui permet de déclencher cette opération d'offre publique sur la CMT, on aura des discussions pour savoir quel est le niveau auquel cette offre doit être faite. Je pense que ça ne vous aura pas échappé que nous avons fait une offre à peu près l'équivalent aujourd'hui pour le rachat des 37% à 1900 dirhams, ce qui est une valeur significativement inférieure au cours actuel. Ça vient de deux paramètres. Le premier, c'est les risques et les investissements que nous percevons aujourd'hui, qui sont nécessaires, des investissements dans le futur qui sont nécessaires pour la société. C'est lié aussi à des discussions qui ont eu lieu, je dirais, sur la fin de l'année, début d'année, donc avant un certain rallye sur le cours et en particulier lié aux métaux, en particulier à l'argent. Donc voilà, on discutera avec la CMT et l'ensemble des acteurs sur le niveau auquel cette OPA doit être faite. Ce qui est important pour nous, encore une fois, c'est surtout de construire l'avenir, de pouvoir investir dans la société pour pouvoir rénover son outil industriel et en refaire une plateforme importante pour les prochaines années. Très bien. Alors, parlons à présent, si vous le voulez bien, du risque réglementaire et judiciaire, puisque la compagnie minière de Twisit sort d'une période marquée par plusieurs contentieux. Vous en avez parlé tout à l'heure brièvement. Je pense notamment à l'Office d'échange, entre autres. Comment vous intégrez ce risque dans votre décision d'investissement, dans votre future stratégie d'investissement ? Ça fait effectivement partie des risques importants. Quand on ouvre ou qu'on regarde le dossier CMT au départ, et si on le regarde juste de l'extérieur, on voit beaucoup de risques qui sont liés effectivement aux amendes avec l'Office d'échange, le conflit qui existait avec l'actionnaire de référence, le conflit avec les off-takers, ceux qui achètent le produit de la CMT, que ce soit avec Glencore, Shaba. Donc, il y a énormément de risques et de conflits qui ont été identifiés lorsqu'on a commencé nos discussions et à regarder de plus près CMT. Mais à la fin, on est des opérateurs miniers. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité de l'actif. On pense que l'actif, il a beaucoup de potentiel, que la CMT dispose d'un portefeuille d'exploration très attractif. Donc, on intègre ces paramètres-là dans la valorisation au moment de l'acquisition. Et puis ensuite, on essaye de se projeter sur ce qu'on pourra construire autour de la CMT. Sur la partie office d'échange, je dirais que malheureusement, c'est un sujet sur lequel nous n'avons aucun levier particulier. C'est d'ailleurs la direction générale de la CMT et le conseil d'administration avec le président d'ailleurs de la CMT qui sont en première ligne sur ce sujet-là. On a pu constater, vous l'avez vu probablement dans le communiqué de presse, qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits de ce côté-là. Donc on espère que ce sujet soit effectivement derrière nous, derrière la CMT. Et puis, on a pu, je pense, de notre côté, aider la CMT, le conseil d'administration, à essayer de régler par ailleurs un certain nombre de conflits avec son actionnaire de référence précédent. En particulier, il y avait un prêt très important qui n'avait pas été remboursé par OMM, l'actionnaire de référence précédent, et qui fait partie aujourd'hui des accords, et qui vont permettre, avec l'ensemble des accords qu'on a réussi à trouver pour dénouer cette situation, qui feront qu'il y a 47 millions de dollars qui vont être réinjectés par l'ancien actionnaire de référence au sein de la CMT, ce qui va contribuer, je dirais, à renforcer la situation bilancielle de la société et nous permettre, et c'est ça qui nous intéressait, nous permettre de commencer à investir de façon significative sur l'outil industriel. Donc c'est tous ces paramètres qu'on essaye d'intégrer et qui conduisent à la fin à une offre qui a été faite à l'actionnaire de référence et puis des discussions très importantes avec le conseil d'administration et puis la direction générale. Et l'un des enjeux pour les investisseurs, en tout cas, c'est la lisibilité. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est aujourd'hui clarifié dans ce dossier un peu complexe d'un point de vue réglementaire et judiciaire de la compagnie minière de Twisit, et qu'est-ce qui reste encore un sujet de vigilance de votre point de vue ? Alors, je fais confiance à la CMT pour clôturer, je dirais, les discussions avec l'Office d'échange. Je crois qu'il y a un accord de principe qui a été trouvé, donc je considère que ce risque-là aujourd'hui est quasiment résolu. Ce qui est un point extrêmement important, parce qu'on parlait d'une amende extrêmement significative qui aurait pu d'ailleurs coûter la survie de la CMT.
Donc le fait que c'est ait Oui. pu avancer et qu'il y ait un accord qui ait pu être trouvé avec l'Office d'échange, je pense que c'est de ce point de vue-là le sujet qui était le plus important. Sur les autres litiges, je dirais réglementaires ou judiciaires, je pense qu'ils sont tous en train de se régler progressivement. Mais encore une fois, on va travailler de façon active avec le conseil d'administration et avec la CIMR pour essayer de régler tout ça dans les prochains mois. Très bien. Alors, parlons gouvernance à présent, si vous le voulez bien. Dans une société cotée en bourse, le marché, vous le savez très bien, ne juge pas seulement un projet, il juge aussi et surtout une gouvernance. Alors, dans ce sens, quelles garanties comptez-vous apporter précisément sur ce point pour rassurer le marché? Alors, d'abord, nous allons travailler main dans la main avec le conseil d'administration. Comme vous le faisiez référence, c'est une société cotée, donc il y a un certain nombre de règles à la fois de transparence et de gouvernance qui sont à respecter. D'ailleurs, le pacte d'actionnaires sur lequel on souhaite travailler, qui sera discuté avec le conseil de la concurrence, avec la CIMR, prévoit justement à la fois de la transparence et surtout, je dirais, une gouvernance équilibrée qui devrait rassurer l'ensemble des actionnaires institutionnels et l'ensemble des actionnaires minoritaires. C'est quelque chose auquel à la fois nous serons vigilants, mais aussi sur lequel la CIMR et le reste du conseil d'administration seront extrêmement vigilants. Donc la société est cotée et elle continuera à opérer, je dirais, dans les règles de l'art en termes de gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples simples, justement, quand vous parlez de règles de transparence, quelles sont les règles de transparence ou de contrôle que vous seriez prêt à mettre en avant dans le cadre de cette nouvelle forme de gouvernance? Alors, ça fera partie de ce qui sera présenté au conseil d'administration et puis aussi aux discussions qui ont lieu dans le cadre du pacte d'actionnaires avec la CIMR. La CIMR est un acteur institutionnel qui souhaite pas être enfermé comme la plupart des acteurs institutionnels qui sont au capital dans une société dans laquelle il n'aurait aucun pouvoir, aucun droit de regard. Donc là, je crois que ERAD, en tant qu'actionnaire de référence, mais encore une fois actionnaire minoritaire, nous sommes que actionnaires de 37% du capital de la société, nous ferons des propositions qui seront soumises au conseil d'administration et c'est le conseil d'administration qui votera sur ces décisions. Donc il y a un certain nombre de points sur la direction générale fera son travail, elle présentera ses travaux, nous accompagnerons et nous conseillerons la direction générale sur le plan technique et opérationnel pour les pousser sur le plan technique et opérationnel, mais au final toutes ces décisions seront présentées au conseil d'administration qui devra voter, je dirais, en toute transparence sur les propositions qui sont faites. Très bien. Alors parlons à présent des ambitions du groupe ERAD, dont vous êtes le président du conseil au Maroc. Est-ce que la compagnie minière de Twisit est pour vous, pour le groupe que vous présidez, une simple transaction ciblée, momentanée, ou peut-être le point de départ d'une ambition plus large dans le secteur minier marocain dans sa globalité? Alors, c'est pas notre acquisition de cette participation dans la CMT est pas anodine, je dirais. Pour nous, on parle là d'un gros lot. C'est pas petit, c'est un gros lot. C'est un gros lot par la taille que représente la CMT, par le potentiel que représente la CMT. Notre entrée au Maroc, c'est une volonté stratégique de long terme. Nous croyons, en tant qu'ERAD, énormément au potentiel minier du Maroc. Le Maroc a énormément d'atouts, à la fois son environnement, sa stabilité, sa géologie, ses infrastructures, la qualité aussi des étudiants et des opérateurs miniers qui sont très bien formés. Donc c'est ça. Le Maroc, de ce point de vue-là, a énormément d'atouts. Le potentiel minier est un potentiel qui est pour l'instant sous-exploré. Et donc, de pouvoir, à la fois à travers la compagnie minière d'Oumjran et puis maintenant avec la CMT, accompagner, je dirais, le développement minier au Maroc, c'est vraiment l'axe stratégique fort de nos investissements aujourd'hui au sein d'ERAD Group. Est-ce que vous cherchez, in fine, à bâtir peut-être une plateforme plus large au Maroc, dans le secteur minier marocain, et au-delà des frontières du royaume, parce que je sais que vous avez une expérience et une connaissance du secteur minier à l'échelle africaine. Est-ce qu'il y a une stratégie de développement à court, moyen ou long terme au Maroc, au départ du Maroc, mais aussi pour l'ensemble du continent africain? On dit jamais non à un développement, je dis intelligent, mais aujourd'hui la stratégie elle est clairement focalisée sur le Maroc.
Je crois que la CMT est un gros morceau qu'il va falloir, je dirais, intégrer et accompagner dans son développement avec beaucoup de potentiel. Et d'ailleurs, on n'exclut pas qu'un certain nombre d'opérations dans le futur soient faites par la CMT, par exemple. La CMT pourrait être aussi un acteur de recomposition au sein du secteur minier au Maroc. Donc nous, on souhaite pouvoir s'appuyer sur, d'un côté, la compagnie minière d'Oumjran, mais surtout maintenant sur la CMT, et d'essayer de faire de ces actifs un atout au Maroc et d'en faire une vraie plateforme de développement. Très bien. Alors, à supposer que l'opération aboutisse et se déroule bien dans un an, allez, on va dire dans un an, qu'est-ce qui vous permettra, au niveau du groupe ERAD, de dire que cette opération a tenu toutes ses promesses, concrètement? Concrètement, si on a réussi à mettre en marche les investissements de rénovation de l'outil industriel, si on a réussi à lancer un nouveau projet au sein de la CMT, par exemple, je pense au projet de cuivre, et si on a réussi à avancer sur un certain nombre de projets d'exploration pour préparer l'avenir au-delà de ce projet de cuivre et au-delà de la mine existante. Donc, et que le tout se fasse de façon totalement, je dirais, transparente et dans une très bonne entente avec la direction générale et le conseil d'administration de la CMT. Et pour y arriver, quel est concrètement l'engagement que vous prenez aujourd'hui dans le 12-13 de Média 24 devant le marché et ceux que cette opération intéresse au plus haut point? L'engagement que prend ERAD, c'est surtout d'être un acteur responsable qui apporte ses compétences techniques et opérationnelles au service du développement de la CMT et en travaillant main dans la main avec son partenaire, en particulier la CIMR, mais aussi avec le conseil d'administration et avec l'ensemble des parties prenantes, la direction générale, mais aussi les syndicats et puis l'ensemble des administrations qui interagissent avec la CMT aujourd'hui au Maroc. Dernière question, Sébastien de Montessu, en une phrase. Pourquoi un investisseur marocain aujourd'hui devrait considérer que l'arrivée de votre groupe, d'ERAD Group, est une bonne nouvelle pour la compagnie minière de Twisit? En une phrase. En une phrase. ERAD Group aujourd'hui, c'est des compétences techniques minières opérationnelles très fortes que nous apportons aujourd'hui, que nous amenons au Maroc. C'est aussi des actionnaires très importants avec le fonds minier Orion Mining et le fonds souverain d'Abu Dhabi. C'est une volonté d'investir et de se développer au Maroc et surtout d'apporter toutes ces compétences à la CMT pour faire de la CMT, j'espère demain, un des acteurs de référence aujourd'hui et pour l'avenir du secteur minier au Maroc. Très bien. Bon, j'ai compté un peu plus qu'une phrase, mais je prends la réponse. Sébastien de Montessu, merci en tout cas beaucoup d'avoir répondu en exclusivité aux questions du 12-13 de Média 24. Je rappelle que vous êtes le président du conseil du groupe ERAD. Merci et à bientôt dans Média 24. Merci beaucoup de votre invitation. Et nous, on reste ensemble pour la suite de cette émission. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Suite et fin du 12-13 de Média 24 et on arrive à la dernière partie de cette émission. C'est l'heure de retrouver Aziz Bousta pour sa chronique hebdomadaire, l'œil de Aziz Bousta. Alors Aziz, de quoi as-tu décidé de nous parler cette semaine? Alors, de beaucoup de choses, Adil, voyez-vous. Jusque-là, je faisais un seul sujet, mais il se passe tellement de choses en ce bas monde que j'ai décidé d'en faire 3. Aujourd'hui, ce que tu vas découvrir avec nos internautes, nos téléspectateurs, au fur et à mesure. Alors, une réunion de crise à Rabat. Je ne sais pas, tu l'as suivi, peut-être que les gens l'ont suivi, ils devraient, parce que comme ce sont de bonnes choses, lundi 30 mars, donc c'est dans les télés publiques, ce qui est un pléonasme parce qu'il n'y a pas de privé au Maroc, nous montre les images du chef du gouvernement et d'une sorte de task force composée par les ministres les plus concernés ou impliqués dans les bouleversements qui se passent aujourd'hui au Moyen-Orient. Cette réunion, alors, elle s'appelle le comité ministériel chargé de suivre les effets des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Au moins, c'est clair. De grandes décisions ont été prises, 2 grandes décisions. 1, maintien des subventions de gaz butane,
et de l'électricité, afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, Oui. de lancement d'un soutien direct et exceptionnel au profit des professionnels du transport, et là aussi, bien sûr, pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Sauf que, alors, si on peut avoir, si la régie peut nous projeter l'image de cette réunion, Et on la ben voit. voilà, on voit donc cette réunion, une salle de réunion et une réunion avec les ministres les plus importants. Donc on voit, ce qu'on voit ici, c'est Nizar Baraka, Abdou Afil de l'intérieur, Nizar Baraka équipement haut, le chef du gouvernement, Nadia Ftah Nadia Alaoui, Ftah, Leila Ben Ali Leila Ben Ali et Madame Ammar. voilà, La ministre du et Tourisme. Fatem Zahra Ammour. Il y en a plein d'autres. Alors sur le fond, c'est bien, hein, des actions ont été menées, mais rien ne va sans forme. Quand il n'y a pas la forme, il n'y a pas grand-chose, parce qu'elle pose toujours problème. Alors qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi ça a attiré ton attention, justement? Laissez l'image. Hein? On peut remettre l'image à l'écran, Ouais, mais c'est- ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi cette image en particulier t'a intéressé, interpellé. Au cette niveau semaine. forme, alors c'est le comité, je rappelle, c'est le comité ministériel chargé de suivre les effets des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Quand on voit les têtes qu'ils font, bah, ils sont pas très rassurés, et c'est pas très rassurant, des silencieux, mines sérieuses, bon, c'est vrai que c'est un peu même trop sérieux, des mines qui semblent un peu même défaites, pas de communication orale. Voilà, bon, c'est le problème, on en a parlé. Donc, voilà, conclusion, les ministres font leur job, tranquillisez-vous, bonnes gens, la perception pourrait être aussi prise en compte. Oui, mais c'est vrai que bon, ils ont des mines un peu graves, mais c'est peut-être aussi parce que la situation est grave. Et effectivement, quand on voit les répercussions de ces tensions géopolitiques sur ce qui se passe actuellement sur le plan économique, on peut s'en inquiéter. D'ailleurs, il y a eu une nouvelle hausse des prix des carburants. Ouais, c'est Pas peut-être plus- pour ça qu'ils tirent cette tête, ils Ouais, devaient savoir. Pas plus tard que le mercredi 1er avril. Alors là, j'ai les chiffres sous les yeux. On parle de 1 dirham et demi à peu près pour le litre de gasoil, 1 dirham 70 centimes pour le litre d'essence. Après une première hausse il y a 15 jours de 2 dirhams pour le gasoil et 1 dirham et demi à peu près pour l'essence. Ce qui fait un total en 15 jours de 3 dirhams, 1 pour le super sans plomb et de 3 dirhams 57 pour le gasoil. Et je ne parle pas des marques supérieures. Ouais. C'est vrai que bon, ça a un impact immédiat sur le pouvoir d'achat des Marocains, parce que le carburant impacte les prix de quasiment tout. Oui, mais tous les j'insiste services, sur tous la les forme. produits. Il faut quand même parler, expliquer les choses. Quand on Bon. voit quelqu'un parler, il explique les choses. Enfin bon, À bon là-dessus, entendeur. faible. Deuxième sujet. Alors, un match étrange. On va reparler de foot, de cette finale de la CAN. Voilà, entre je te le Maroc et vois le Sénégal. sourire. Oui. Je te vois. 2 jours avant la réunion qu'on vient de voir, donc c'était samedi 29, Stade de France, ça va, tu as compris, Paris-Saint-Denis. Les Sénégalais rencontrent les Péruviens donc pour un match amical de préparation pour le mondial. Jusque-là, Ils ont ça surtout va. exhibé le trophée. Sauf que quand ils sont entrés, ils ont brandi le trophée, la Coupe d'Afrique, qui leur avait été retiré quelques jours, comme tout le monde le sait, tout le monde, ça veut dire le monde, la Terre, tout le monde le sait. Alors, les arguments des avocats du Sénégal, rien dans la décision du jury d'appel de la CAF ne dit que la Coupe a été retirée. Très bien, alors on va lire... Lisons. Le jury, alors voilà la décision. Le jury d'appel de la CAF a décidé, en application de l'article 84 du règlement, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de foot. Alors, nos amis sénégalais, tout à leur joie, n'ont pas encore véritablement compris que le trophée, aujourd'hui, ils doivent le rendre. Parce que quand on dit que tu as été déclaré forfait, donc ça veut dire que tu n'as plus le trophée, qu'il faut que tu le rendes. Ils ne vont pas comprendre. Mais bon, ils ne veulent pas comprendre que ce trophée n'appartient encore à personne et qu'en attendant la décision définitive du TAS, il n'appartient à personne. Sauf que s'il devait y avoir un vainqueur aujourd'hui, on le sait, c'est pas par patriotisme, mais c'est par pure logique, sachant que le TAS n'a ni invalidé ni suspendu la décision de la CAF, le vainqueur serait le Maroc. Et les Marocains, ils ont fait quoi? Ils ont été discrets. Donc les gens connaissent bien le droit. À part quelques joueurs de l'équipe nationale, parce que moi, ce qui m'a intéressé dans cette séquence, c'est le fait que certains joueurs actuels de l'équipe nationale aient liké des photos de joueurs sénégalais exhibant le trophée au Stade de France. Ce sont des jeunes, ils peuvent se tromper. Je pense sincèrement qu'ils ont eu un coup de fil d'un certain patron de la fédération. Je pense. Voilà, c'est pas une info, pour mais leur dire c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire et que voilà. Oui. Donc on va passer ça et on passe à la troisième et là on quitte le foot, on quitte le Maroc et on part en Europe. Alors en Europe c'est sympa, c'est intéressant parce que quand on voit les débats politiques, les débats sociaux, les débats économiques en Europe, c'est toujours l'immigration pose problème. Or,
il s'est passé que deux pays très importants en Europe, en matière de population, en matière d'économie, en matière de PIB, et qui sont sur la frontière sur les frontières méridionales, méditerranéennes, donc européennes, ont fait des vagues de régularisation. Alors pourquoi ça? Parce que sur le vieux continent, eh ben, on vieillit, tout simplement. Et donc, il y a de moins en moins de main-d'œuvre. Alors en Espagne, 500 à 800 000 personnes à régulariser sur l'année. Parce que la population vieillit, si elle reste sur cette tendance, les prévisions prévoient qu'elle passera de 50 millions de personnes aujourd'hui, la population, à 25 millions en 2100, c'est-à-dire une chute pratiquement de moitié. Le temps de travail va baisser à 37 heures et les Espagnols partent en retraite à 65 ans. Donc, il est tout à fait normal que le socialiste Pedro Sanchez ait décidé de régulariser d'un seul coup de 500 à 800 000 personnes. On dira que c'est le socialiste Pedro Sanchez et que Pedro Sanchez, on le connaît, et l'Italie. Ben, l'Italie est dirigée par Madame Meloni qui, elle, est extrême droite. Et pourtant, 1 million de permis de travail entre 2023 et 2028. 650 000 de 26 à 28. C'est très simple. C'est la réalité économique et démographique se heurte malheureusement ou heureusement aux idéaux et aux concepts que les uns et les autres défendent. Une fois qu'on se met sur le fauteuil, qu'on regarde, qu'on a les chiffres, voilà. Alors, on fait quoi? C'est pas mal pour une dame d'extrême droite d'avoir fait ça, mais c'est vrai que quand elle a vu aussi le tableau de bord, l'une des populations les plus vieilles au monde, elle a dit, je te l'apprends parce que, je sais pas si tu sais, parce que moi j'ai appris ça hier. Les Italiens? Ouais. À un âge médian de 40 ans. Donc, c'est une population qui vieillit vraiment. Alors, ce qui est intéressant, c'est, on va revenir à nos amis français. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que eux aussi, l'immigration. Alors, c'est la semaine de 35 heures, c'est la retraite difficilement passée à 64 ans que tout le monde veut remettre à 60 ans, 62 ans. Population, donc, des vacances qui se rallongent et, bon, des élections présidentielles, une élection présidentielle qui se rapproche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que migration, et après, finalement, on va régulariser 500, 800 000, 1 million de personnes? On verra bien. Il y aura une présidentielle l'année prochaine. On verra que fera le prochain président ou la prochaine présidente. On verra, mais là aussi, la réalité économique et démographique se heurte et se heurtera même en France, je pense, aux idées des uns et des autres. Ça s'appelle la réelle politique. Ça s'appelle effectivement la réelle politique. Voilà. Et ça s'appelle l'œil de Aziz Bousta, nouveau format. J'aime beaucoup ce nouveau format. Merci. On va le garder, on va le réitérer. Merci Aziz et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin du 12-13 de Média 24. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous.